dans le cadre d'un atelier, d'un LUD atelier. Et donc le challenge qui m'est donné, c'est de faire un temps de création qui propose aux productions qu'ils, elles, pourront utiliser en classe dès le lendemain. Alors dès le lendemain, j'espère, parce que je ne peux pas m'engager là-dessus, et peut-être même dès cette année, parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sommes en lycée, j'imagine, ou en tout cas plusieurs, et il y aura pédagogique face aux élèves d'ici la fin de l'année. En tout cas, on va garder quand même l'idée que je vais vous proposer des temps de travail individuels et par groupe pour pouvoir être dans une phase de création et donc de produire quelque chose qui va vous être propre. Il y aura des temps évidemment qui sont collectifs pour partager, mais l'idée dans un atelier autour des écrits collaboratifs, collectifs plus largement, eh bien, c'est de voir comment on peut prendre appui sur les idées et les initiatives des uns et des autres. Je vois que Virginie vient de nous rejoindre. Bonjour Virginie, on vient juste de commencer et on va parler d'écrit collaboratif dans cet atelier. Bienvenue à toi. Donc premier point, le fonctionnement de cet atelier, c'est s'il vous plaît, n'hésitez pas à activer vos micros, à lever la main, à utiliser des pictos, à mettre un message dans le chat. Dès que vous avez une question, un commentaire, quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas à partager ces éléments-là. J'ai beaucoup de mal à lire votre non-verbal à distance dans ces conditions-là. Donc j'essaierai de faire des pauses et d'être attentif à vous laisser des temps de rétroaction envers moi. Mais si jamais je les laisse pas suffisamment fréquemment, n'hésitez pas, dès que ça vous vient, à intervenir. Vous êtes autorisé, vous êtes très bienvenu à faire ça. Voilà. Donc on va parler des écrits collaboratifs. Alors j'ai mis un nom un peu plus long que ça, entre coopération, collaboration. On va revenir sur ces éléments-là. Donc avant de vous mettre en activité, il faut que j'apporte un petit peu d'éléments qui justifient ma présence ici, je crois. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis avant tout, et c'est vraiment dans mon ADN sans vouloir faire de jeu de mots, je suis prof de SVT. Je suis prof de SVT depuis quand même pas mal d'années, ça fait 10 ans maintenant, oui, je vais faire ma 10e rentrée que je suis prof de lycée, enfin prof de SVT en lycée, pardon. Et j'ai des SVT aussi en section européenne, donc je fais un peu de langue, très modestement. Je fais de la formation depuis un peu plus de 12 ans maintenant, ouais, c'est ça. Ça fait 12 ans que je fais de la formation, donc les objets de formation m'intéressent particulièrement. On aura sans aucun doute l'occasion d'en reparler. Hop, petite pause pour saluer Yamina et Mélissa qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous. Et peut-être d'autres, si jamais j'ai oublié de vous saluer individuellement, je m'en excuse. Oui, bonjour Cathy. Donc j'ai pendant 2 ans j'ai travaillé au Cardi, donc à mi-temps également, en tant que chargé de mission au Cardi, et c'est quelque chose qui a été très très important dans ma carrière entre guillemets, parce que donc j'étais déjà sur une démarche d'innovation avant. Le fait d'intégrer l'équipe chargée de mission Cardi m'a permis aussi dans l'académie de Poitiers, pour aller voir et pour aller accompagner des équipes qui au quotidien c'était d'une très très grande richesse bien entendu. Donc merci Madame Betterme qui est désormais directrice de l'AFC de Nantes de m'avoir recruté sur cette mission. Et puis le dernier point, j'ai quitté mes missions de chargé de mission Cardi et je suis alors ingénieur pédagogique parce que c'est le terme que j'assume le plus. Ma mission à l'EFC de Poitiers porte le nom de formateur expert, c'est assez pompeux. Mais mon objectif, ma mission, c'est d'accompagner les prescripteurs de formation dans la mise en action de formateurs particulièrement. Donc les chefs d'établissement, enfin pas les chefs d'établissement, pardon, les chefs de service du rectorat et puis les inspecteurs particulièrement. Et bref, je fais plein de choses, mais aujourd'hui je suis surtout prof de SVT. C'est avec cette casquette-là que je me présente à vous, et c'est le hasard la multiplication de mes expérimentations en classe qui fait que je suis venu à me poser beaucoup de questions sur la trace écrite des élèves. Je vais parler assez vite de tous mes échecs, parce que ce que je vous présente aujourd'hui et les supports de travail que je vous propose, ils sont issus d'un processus qui a pas toujours été couronné de succès, et je vais faire en sorte que vous réussissiez à vous tromper vous aussi aujourd'hui, un petit peu sur cette dimension de trace écrite.
Et comme on est sur des écrits collaboratifs, et qu'on est sur un travail collectif, ce que je vous propose, c'est de taper le lien que j'ai remis dans le chat et qui apparaît en haut à droite, parce que je vous ai ouvert un document que je vous propose d'être un document d'écrit collaboratif. Donc là, on est. Est-ce que c'est une prise de notes? Est-ce que c'est une trace écrite? Je vais reparler de la distinction potentielle. En tout cas, ce que je vous invite à faire, et là, pour l'instant, je ne vais pas du tout le structurer. Ce que je vous invite à faire, c'est, si vous le voulez bien, à contribuer à un projet collectif qui est de garder une trace de cet atelier. Donc là, vous avez vu, pour l'instant, c'est absolument vierge. C'est un document vierge. En termes de préparation, là, c'est vraiment le niveau 0. Mais c'est volontaire cette fois. C'est vraiment pour faire en sorte que ce document, on puisse le co-construire. Et il y a des moments où moi, je vais mettre des choses. Et puis, mais principalement, j'aimerais que ce soit vous. Bonjour Camille qui nous a rejoint aussi. Bienvenue. Bienvenue Camille. Bref, donc n'hésitez pas à prendre des notes, à poser des questions aussi. Quelqu'un commente la journée ensoleillée. Ouais, à Niort, il fait très beau aussi. Bonjour. Ok, je continue dans ma présentation, pardon. Et j'ai voulu faire un point sur la notion coopérer, collaborer. J'avais dit que j'en parlerais. C'est assez difficile pour moi parfois de faire la distinction coopérer, collaborer parce que dans les différents écrits de référence que je eh bien des fois j'ai l'impression que les frontières ne sont pas toujours exactement placées au même endroit. Et donc là, je prends appui sur un bouquin que je vais présenter après de Laurent Reynaud, qui a été préfacé par Sylvain Connac et par le travail de Sylvain Connac, qui dit la différence entre collaborer et coopérer. Alors j'aurais dû changer le sens des schémas. Collaborer, ça va être chacun fait une partie et puis on regroupe les parties qui forment un tout. Ça, c'est la définition vraiment très minimaliste proposée par Sylvain Connac notamment. Alors que coopérer, c'est 3 personnes par exemple sur ce schéma qui vont construire ensemble quelque chose qui n'aura pas de coloration particulière rouge, bleu ou rose, rose comme sur la photo qui est à gauche. On pourra plus distinguer exactement qui a fait quoi. On est vraiment sur une construction, sur une co-construction dont on ne peut pas définir parfaitement les contours de chacun. Chacun a contribué à la production, à une œuvre commune quelque part. Alors, je cite, je l'ai déjà cité tout à l'heure, et là je cite dans le texte, laisser les élèves coopérer de manière spontanée, c'est peut-être prendre le risque de creuser encore plus les inégalités. Et ça, c'est quelque chose qui sous-tend énormément mon activité d'enseignant. Je suis pas dans une zone d'éducation prioritaire, mais j'ai des élèves qui sont, comme dans beaucoup de lycées, j'imagine, extrêmement, issus de milieux extrêmement divers. Et cette diversité, elle s'exprime par une très grande ruralité pour une partie, par des élèves qui vivent dans des bars HLM pour d'autres. Et donc j'ai des catégories socio-professionnelles de familles dont sont issus les élèves qui sont extrêmement diverses. Et je crois beaucoup en le devoir d'une école émancipatrice et d'une école qui permet de niveler les inégalités qui préexistent avant que les élèves se présentent à l'école, en dehors de l'école bien entendu. Je crois que c'est important, c'est une mission importante. Et allez voter demain. C'était l'appel citoyen. Et donc voilà comment j'envisage mon métier et donc ce que je vous propose aujourd'hui. Donc pour continuer avec Laurent Reynaud, j'ai notamment une des lectures, j'allais dire des dernières lectures, pas tout à fait, mais des lectures plutôt récentes. C'est un livre que je vous reconseille, dans lequel donc Faire collectif pour apprendre, un livre qui est de Laurent Reynaud, mais c'est plutôt un livre, enfin c'est aussi un livre collectif qui s'appuie sur un collectif. C'est pas juste Laurent Reynaud dans son coin qui a écrit ce livre. Il est préfacé par Sylvain Connac que vous connaissez peut-être beaucoup, enfin pour beaucoup d'entre vous. Oui, Leïla précise. Ah, super, merci. Je vous partage, oui, le document PDF, bien entendu. Pour la biblio, il y aura ça. Et puis, vous allez voir que la diapo d'après, il y a plein de biblios. Et c'est pas nécessaire de tout noter. Vous aurez accès à ce support, bien entendu. Merci Leïla de pointer ça, c'est important. J'ai même droit à un pouce en l'air. Waouh. Donc je vous invite à lire ce document. Il n'est pas, c'est pas un document qui est centré sur la trace écrite, mais j'aime bien prendre appui quand même sur des écrits et sur des choses qui préexistent.
Donc voilà, là, et puis j'ai pas d'action chez ESF édition, donc c'est vraiment parce que je trouve que c'est un chouette bouquin. Donc, plus de 10 perspectives de travail détaillées contenant notamment à chaque fois des pistes pratiques explorées, un récit, donc là qui n'est pas toujours celui de Laurent comme j'ai dit, qui est parfois un récit d'autres collègues de son lycée, lycée avec des classes coopératives. Je sais pas si le lycée entier est coopératif ou si sont certaines classes qui sont coopératives. En tout cas, il y a une analyse, enfin, un travail vraiment très avancé sur la coopération. Et puis c'est pas juste entre guillemets un récit. Il y a aussi une analyse réflexive qui permet de prolonger, qui permet de transférer aussi les éléments de leur lycée dans nos pratiques, quel que soit notre niveau d'ailleurs, même si c'est pas que lycée. Donc un autre élément sur le point scientifique, là vous trouverez quelques références. Donc encore une fois, comme je l'ai dit suite au petit message de Leïla, vous aurez accès à ces biblios, à ces titres, et c'est cliquable, donc vous pourrez y aller. Globalement, ce que moi j'ai retenu de ces lectures-là, c'est que une performance seule est inférieure à une performance en groupe. Et ça, c'est vrai pour une production particulièrement, et c'est là-dessus que je me suis basé pour cet atelier, et particulièrement aussi pour une trace écrite, en tout cas c'est l'hypothèse que j'en fais, et par extension de ces lectures dont vous voyez les références ici. Donc là, il va falloir que je ressente quand même, parce qu'on avait dit qu'on parlait de trace écrite, et il va falloir qu'on y aille. On y vient, vous inquiétez pas. Donc, déjà, pour pouvoir mettre en œuvre ces conditions de réalisation d'un apprentissage collectif, donc coopératif ou collaboratif, on pourrait revenir même sur ces définitions. Le premier point, c'est que c'est pas un allant de soi. Et si vous rentrez dans votre classe et que vous voulez avoir une parole performative disant coopérer maintenant, peut-être les élèves savent faire, peut-être certains savent faire, mais sans aucun doute, ça va prendre du temps avant que le climat de classe soit exactement celui que vous voulez installer. Et donc, il faut former les enseignants, il faut former les élèves. Sylvain Connac, il dit qu'il faut 2 mois pour former les élèves à la coopération, par exemple, dans une classe. Donc, ça nécessite de mettre en place des habitudes. Et donc, premier constat d'échec de cet atelier, ce que vous essaierez demain ne fonctionnera pas forcément du premier coup. Et je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir être dans une disposition d'analyse réflexive de sa pratique et dans l'acceptation d'un statut de l'erreur aussi vis-à-vis de ce que l'on demande à nos élèves. Donc soyons rassurés, soyons zen. Tout ne fonctionnera pas et c'est normal et ça nous permettra d'aller plus loin sans aucun doute. Alors les former sur quoi? Les former au respect, à l'écoute, à la bienveillance, à l'ouverture d'esprit que l'autre peut nous apporter, etc. Et c'est un peu des lieux communs, ça encore, mais c'est important de le dire aux élèves et ça fonctionne bien en leur disant et en insistant et en leur faisant retrouver le pourquoi telle ou telle valeur est importante dans un travail collectif, à travers la trace écrite, mais pas que. Et puis, et ça, j'essaierai de m'y tenir. C'est important de pouvoir être très clair tout au long du processus de formation des élèves ou des collègues sur définir les objectifs et puis être en permanence en position de ressource, en posture d'accompagnement pour pouvoir réguler les écarts par rapport aux prescrits que l'on fixe, réguler par rapport aux attentes que l'on a, et puis être dans une communication, parce que cette régulation, quand on est en petit groupe, par exemple, en phase de coopération, cette régulation, il faut qu'elle puisse aussi profiter au plus grand nombre dans la classe. J'ai bientôt fini, promis, on arrive à la trace écrite. Promis. Alors voilà, la trace écrite, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'ai choisi de parler de ça et pas de l'organisation du travail ou d'une manipulation SVT, enfin quelque chose de très concret. Pourquoi la trace écrite aujourd'hui? Il y a une raison perso d'évolution de carrière, c'est que je me suis rendu compte au hasard d'un entretien de carrière, d'un rendez-vous de carrière, pardon, que c'est quelque chose sur lequel il fallait que je travaille. Et je m'en suis rendu compte avant, avant avant mon PPCR échelon 8. Et donc c'est un travail que j'ai pu mener notamment avec mon inspectrice, où j'ai continué à réfléchir et essayer de creuser. Alors pourquoi? Donc quels sont les valeurs et quels sont les sens de la trace écrite? Première chose, de qui on parle? Est-ce qu'on parle du prof ou est-ce qu'on parle de l'élève? Parce que sans aucun doute, pour l'élève et pour le prof, ça ne va pas avoir la même sens et ça ne va pas avoir la même valeur, la même importance.
Pour l'élève, ça va être particulièrement un objectif de garder une trace de l'activité, d'être un support de mémorisation. C'est ce qui rend compte de l'activité que l'on a menée en classe et ça permet à l'élève eh bien, de pouvoir faire la transition entre hors la classe et dans la classe. Moi, en seconde, par exemple, j'ai 1 heure et demie de SVT par semaine et les élèves, ils ont quand même plus de 30 heures de cours. Donc, 1 heure et demie, ça reste quand même quelque chose d'assez modeste et je peux pas demander aux élèves d'être à fond sur les SVT toute la semaine et de ne penser qu'à ça, bien entendu. Donc on a besoin de cet élément-là comme voilà, trace de l'activité, mémorisation. Trace de l'activité, je l'ai pas précisé, mais c'est aussi un peu pour les parents. Alors en lycée moins, je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui regardent des cahiers toutes les semaines. Il peut y en avoir, et ça rend compte aussi auprès de l'extérieur de la relation duel prof-élève. Ça rend compte aussi de ce qui se fait. Et quand il y a, enfin, peut-être en tant que parent, vous avez déjà vu, quand on regarde le cahier de son enfant et qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose, on se dit mais qu'est-ce que vous faites en classe? Bref, je ferme cette parenthèse, ça sent le vécu. Donc trace de l'activité, mémorisation et à la continuité bien entendu dans l'apprentissage. Et puis donc peut-être plus pour le prof, pour les collègues DF en collège. Je sais pas ce que ça veut dire DF, Sandy. Est-ce que tu peux me, me dire ça? Devoir fait. Ah oui, ok, ouais, je suis désolé, je l'avais vraiment pas ceci. Oui, bien sûr, pour les collègues devoirs faits, tu as raison, parce que ça permet d'assurer une continuité quand on accompagne les élèves sur un travail disciplinaire qui n'est pas le nôtre, bien entendu. Tu fais bien de le justifier. Donc en tout cas, c'est en dehors prof, enfin il y a en dehors les autres profs, peut-être les collègues vie scolaire, etc., bon, toute la communauté éducative au sens très large. En SVT, on a une culture, je crois, qui est pas si, enfin, qui était peut-être plus importante fut un temps. Et là, je parle sous le contrôle de mes éminentes collègues de SVT que j'ai repérées. On a une dimension exploratoire de la trace écrite. On veut faire en sorte que les élèves produisent des écrits intermédiaires, qui ne sont pas des écrits parfaits et modélisants, mais qui soient des écrits exploratoires qui témoignent d'une démarche de découverte ou en tout cas de tâtonnement, d'essai-erreur. Vraiment, on est sur la démarche d'investigation quelque part, aussi vis-à-vis de la trace écrite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai perdu et que j'essaye de retrouver un petit peu. Il y a une dimension métacognitive aussi pour moi particulièrement et que j'aimerais bien projeter chez les élèves, mais là pour l'instant c'est un fantasme prof, j'allais dire. C'est la dimension métacognitive que la trace écrite permet. Ok, est-ce que vous m'entendez désormais? J'ai eu, j'ai eu un souci de connexion. Que je peux avoir un feedback, s'il vous plaît? Ok, super. Alors, je reviens un tout petit peu en avant. Donc là, je suis sur mon téléphone en même temps. Je vais essayer de rétablir mon souci de connexion sur ordi. Mais, ah ouais, ça marche. Donc j'essaie de basculer entre les deux. Je m'excuse vraiment de cette erreur, enfin, de ce souci. Je ne sais pas absolument pas d'où ça vient.
J'essaie de régler ça. En attendant, je vais répondre à la collègue qui a posé la question sur, c'était Yamina. Qu'est-ce que c'est que la métacognition? Eh bien, alors la métacognition, je pense qu'il y a plein de définitions sans aucun doute possibles. Je vais essayer de faire quelque chose de simple. En fait, c'est le apprendre à apprendre quelque part. Enfin, c'est-à-dire avoir la conscience de comment on fonctionne et, et essayer voilà, de savoir, enfin, l'acte qui permet de comprendre comment on fonctionne et qui permet, donc là, dans l'apprentissage, ce serait vraiment apprendre à apprendre. Comment on fait pour apprendre à apprendre particulièrement. Je suis désolé, je suis un peu troublé. Mon propos est peut-être pas si clair que ça entre la tentative de reconnexion sur l'ordinateur et le fait d'être en double tâche. Je ne suis pas très bon. Bref, je me concentre sur mon propos. J'espère avoir donné un premier élément de réponse satisfaisant, Yamina, et je reviendrai peut-être s'il y a besoin. Et donc, je vous passe la main une première fois ou une autre fois. J'aimerais que vous me fassiez un retour de votre côté pour que vous puissiez me dire quelle valeur ou quelle importance vous accordez à la trace écrite et comment ça parle pour vous. Donc, je vous laisse soit activer votre micro, soit mettre un message dans le chat. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est pour vous la valeur, le sens de la trace écrite à vos claviers et à vos micros? N'hésitez pas à activer vos micros directement sans demander la permission. Bonjour. Moi, en ce qui me concerne, moi, je suis prof d'espagnol, donc on est censé être sur des traces écrites qui fassent pas une page non plus et qui doivent être modélisantes par rapport aussi à ce qu'ont produit les élèves. Donc, on sait à peu près, enfin, on sait vers où on les amène, mais on va pas leur coller un texte à trous, par exemple. C'est un peu délicat puisqu'on est censé partir de ce qu'ils nous ont apporté. Et la trace écrite, oui, c'est une prolongation du cours, en fait. Hors cours, qu'est-ce qui reste aux élèves ou aux personnes qui vont aider les élèves? Ben, ça va être ces fameuses phrases qui sont normalement enfin, représentatives de ce qui s'est passé pendant la séance ou une partie de la séance. Voilà. Après, c'est pas Merci toujours Sandy. évident d'en faire une qui soit efficace, moi je trouve. Oui, oui, et on verra qu'il y a plein d'écueils. Merci pour vos témoignages. Je vois dans le chat, donc il y a beaucoup de choses en lien avec l'apprentissage, la mémorisation, la trace, et puis il y a aussi conscience de lui donner plus de valeur. Ok. Et puis il y a la notion d'expression et de compréhension. Cette notion de compréhension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la mémorisation, et donc dans l'apprentissage, on pourrait mettre la mémorisation et la notion de compréhension des concepts. Et cette compréhension, sur ce que nous disait Sandy, c'est-à-dire qu'effectivement, un texte à trous ne va pas engendrer les mêmes activités cognitives et donc ne va pas être garante d'une compréhension. Si, en tout cas, on aura très peu, en tant qu'enseignant, l'assurance qu'il y a eu une compréhension des concepts. Il peut y avoir une mémorisation sans compréhension. Camille nous dit conserver les éléments importants pour s'en souvenir. Et Yacine, donc là, on est sur quelque chose enfin, c'est même plus exploratoire, c'est vraiment le cheminement. Donc là, c'est un cahier journal quelque part. Ok, merci. Alors, comment la rendre efficace pour que l'élève se l'approprie et l'incite à vraiment la relire efficacement à la maison? Bah, Alors là, on va revenir sur ce point-là. Ah oui, Sandy, tu voulais compléter? Je t'écoute, ouais. je coupe mon micro. Enfin, pour moi, le module, enfin, pour que la trace écrite elle ait un sens, ça va être lié aussi à la façon dont on donne le travail à faire à la maison. À mon sens, si on dit par exemple que apprendre la leçon, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que l'élève il va faire de ce qu'il a dans son cahier? Par contre, si on lui dit tu dois être capable de mémoriser tel et tel élément lié à la leçon, c'est là où moi je trouve que la trace écrite elle doit être pertinente. À partir du moment où tu as bien défini ce que ça voulait dire être capable de mémoriser. Oui, par Vraiment exemple. pour jouer sur les mots. Mais Oui, bah si, moi parce que c'est ça.
Mais je On a détaille, en on fait. a beaucoup de polysémie et en fait, on a beaucoup d'implicite dans les consignes enseignantes. Et ça, c'est important, surtout avec les petits, mais peut-être pas que. Ok, merci beaucoup. Voilà. Quand je leur dis Merci. mémoriser, c'est en parallèle, c'est je suis capable de utiliser 5 mots liés à la leçon. Enfin voilà, il faut détailler un petit Ah, peu. ouais, Moi, je je pense que détaille. c'est intéressant parce que ton exemple de mémoriser, c'est réutiliser 5 mots. En fait, est-ce que c'est réutiliser 5 mots ou est-ce que c'est, enfin, là Ah, pour toi, j'ai très bien compris, mais pour d'autres, est-ce que ça va pas être juste être capable de retrouver 5 mots dans un texte, par exemple, ou est-ce que, enfin, bref, je pense qu'il pourrait y avoir sans aucun doute plusieurs définitions et on le voit d'ailleurs avec nos élèves parce qu'en fait, ils ne comprennent pas exactement les mêmes consignes, enfin la consigne de la même manière dans les différentes disciplines. Parce qu'on a des vocabulaires qui sont parfois différents. Parce qu'on a des cultures disciplinaires qui sont différentes. Ok, je reprends un tout petit peu la main et j'avance parce qu'il faut que vous puissiez bosser quand même. Et là, pour l'instant, c'est un peu trop moi qui bosse. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que on parlerait de mes échecs. Et donc c'est vraiment quelque chose que je questionne depuis des années. Et des fois, je mets un voile dessus parce que j'ai pas envie. Et puis, pour préparer cet atelier, et puis depuis quelques années quand même, je me suis posé la question de ce qui dysfonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas de manière pleinement satisfaisante. Parce que, quelle que soit la forme, il y a quand même des objets de satisfaction. Quand je donne un texte à trous, par exemple, au moins je sais que ça va vite. Et donc ça me fait gagner du temps. On reviendra sur le temps. Quand je donne un document qui est déjà tout fait, ça va encore plus vite potentiellement pour moi. Je ne perds pas de temps à faire de la copie. Bref, alors mes échecs. Le fait de dicter et que ce soit quelque chose pour moi, c'est une trace écrite, donc TE, trace écrite. À ce moment-là, elle peut être exhaustive et parfaite. Alors, il faut mettre tout ça autour de ça, pardon, parce que parce qu'en fait, elle est jamais exhaustive et puis elle est jamais parfaite. On pourrait se mettre à, on pourrait faire un sondage ici. Qui a déjà pris un manuel scolaire en regardant tous les bilans de fin de chapitre de tout un manuel en disant ça, je pourrais pas faire mieux, c'est vraiment parfait. Non, on a toujours quelque chose à redire parce que ça correspond pas exactement à la manière dont on a abordé les choses, etc. Donc exhaustif et parfaite dans l'absolu, je crois que c'est pas possible. Un autre échec, c'est de ne cibler que les essentiels. Et en fait, ces essentiels-là, c'est moi qui les cible. Donc l'élève ne fait pas l'activité d'aller piocher dans un contenu plus large, ce qui est vraiment indispensable, ce qu'il est indispensable de retenir. C'est pas satisfaisant non plus. Textatron, on en a déjà un peu parlé. En SVT, nous, on aime beaucoup les représentations autres que textuelles. Donc, type carte mentale, des schémas bilans, etc. Là, l'inconvénient, mes échecs, c'est que ça me prend un temps à moi en amont qui est considérable à faire des schémas bilans parce qu'en fait, ma pensée n'est pas organisée comme ça et que j'ai pas cette culture-là, peut-être, et qu'il faudrait que je m'y emploie davantage. Donc ça, c'est très difficile. Carte mentale, j'ai du mal à le rendre utile, efficace pour tous les élèves. La notion de cahier de labo dont il a été question un petit peu et qui fait un peu écho à ce que nous disait Yacine sur l'élève retrace qu'il a fait au cours de la séance, j'arrive pas à m'y résoudre réellement. Trace écrite, j'ai essayé par séance, quelque chose de modeste, ou en me disant non, en fait, pendant 3 séances que constitue la séquence, je ne fais pas de trace écrite et je mets tout à la fin. Bref, j'ai essayé ça, c'est pas satisfaisant non plus. Alors diviser pour mieux maîtriser. Ça, j'ai essayé des choses aussi, de demander à chaque élève fait une phrase à partir d'un mot-clé, par exemple. C'est pas satisfaisant parce qu'ils vont devenir un peu plus experts sur une notion, mais ils vont perdre le reste. Faire un brainstorming en classe pour savoir comment on fait la trace écrite, pour moi, ça n'est pas satisfaisant dans ma pratique, hein, peut-être que ça l'est dans l'absolu, mais dans ma pratique, ça n'est pas satisfaisant parce que, en fait, c'est une illusion de faire participer les élèves parce qu'en fait, je vais faire du cherry picking, je vais prendre que ce qui m'intéresse, je vais prendre que les formulations qui me semblent être les faire un bilan qui se rapproche de mon exhaustif et parfait de tout à l'heure. Il y a en définitive pas d'appel de la création réelle et de la participation des élèves. Juste à répéter ce que moi j'attends. Alors, je reviens sur le chat, pardon. Petite pause. Sandy nous dit, pour le COP, devoir en début de cours et pendant la séance d'expliciter mes attendus, puis une reprise en fin d'heure. Ok. Ça peut marcher. Alors, qu'est-ce que tu appelles le COP? Juste pour être sûr, Sandy, si tu veux bien.
On va attendre la réponse de Sandy. Et en attendant, on se rapproche de la phase. Ah oui, pour le coup. Ok, ça marche. Pour le coup, j'ai tendance à donner les devoirs en début de cours. Ok, alors ça, super. Moi, je suis tout pour faire ça, parce que je sais jamais exactement où je vais finir. Et donc ça, c'est quelque chose que, dans l'absolu, j'aimerais savoir faire, mais ça fait pas partie de mes habiletés professionnelles. Mais oui, bon, bravo, chapeau. Et donc, avant de passer à une phase de réflexion individuelle et puis par atelier, j'aimerais que vous me listiez à votre tour quels sont les échecs, quels sont les irritants que vous avez identifiés concernant la trace écrite et qui fait peut-être que vous êtes inscrit sur cet atelier-là aujourd'hui. Quels sont vos échecs? Moi, j'en ai partagé quelques-uns, mais sans aucun doute, il y aurait plusieurs pages à remplir. Et je voudrais vraiment que ce soit des vrais échecs, pas des solutions en disant, ben moi, j'ai trouvé ça. Je voudrais d'abord que des échecs. Voilà. Partageons les trucs loupés. N'hésitez pas encore une fois à activer vos micros. Ok, Camille nous dit, elle perd son sens car souvent mal exploité par l'élève. En tout cas, mal avec notre jugement de valeur, mais on est des pros de l'éducation, donc effectivement, j'ai tendance à faire confiance au jugement de valeur, dans ce cas-là, aux collègues bien entendu. Le temps très long de formulation des phrases bilan pour les collégiens, c'est l'enfer, ça. Oh, demandez votre mute en lycée. Non, je plaisante. Donner un texte à coller, bah oui, c'est pas satisfaisant du tout, et je le fais très souvent. La trace écrite qui ne vient pas des élèves eux-mêmes, ou on fait semblant d'eux. Synthèse collaborative sur un pad, trop rarement le temps de le faire, bah oui, parce que ça prend du temps, et c'est chouette quand on arrive à faire quelque chose, mais ça nécessite aussi un vrai apprentissage. En tout cas, de mon expérience, c'est très chouette, mais ça nécessite qu'on forme beaucoup les élèves, que les élèves aient l'habitude de travailler ensemble et qu'ils aient l'habitude de réguler le travail des autres. Vraiment, ça c'est très difficile. Et puis combien on met les élèves, etc. La difficulté même de les faire écrire, dit Mélissa, bac pro, ou de dicter la trace écrite. Ben oui, ça c'est très difficile. J'ai visité l'an dernier, j'ai fait un Erasmus en Suède où on vante beaucoup les procédés pédagogiques dans les. Je suis passé une semaine, on a fait 5 établissements différents, je sais pas combien de classes. Je n'ai jamais vu un élève, que ce soit à la main ou sur un ordinateur. Et ça m'a beaucoup questionné. Ça fait partie aussi des briques qui ont fait que mon questionnement s'est prolongé. Marie donne une carte mentale magnifique, mais pas. Donc c'est très beau. En fait, on revient sur ce que j'ai appelé la trace exhaustive et parfaite. Et au final, ce sont toujours les mêmes qui rédigent. Et donc là, on n'est plus du tout sur une école émancipatrice. On est juste sur une école qui pointe et qui valorise celles et ceux qui savent déjà faire. Ça pose problème. Et ça, je ne suis pas sûr de réussir à m'en départir, mais ça pose vraiment problème. Et un autre échec. Merci beaucoup de partager tous vos échecs. Je vois que Claire partager d'échecs. Vous n'en avez peut-être pas. Bravo. Je plaisante. Il y en a peut-être d'autres aussi. Donc, co-construire une trace écrite avec les élèves en fin d'activité, ce sont toujours les mêmes qui jouent le jeu et proposent à la classe. C'est ce qu'on vient de dire avec Mélanie, je suis tout à fait d'accord. L'hétérogénéité des élèves, de plus en plus d'élèves à besoin particulier MDPH versus des élèves qui avancent vite. Et oui, mais là, on est dans une réflexion qu'on a tous, je crois, à un moment donné posée, c'est que la trace écrite, ça veut dire là avec deux lettres majuscules, un L, un A majuscule, parce qu'on veut que ce soit la trace écrite, la même pour tout le monde, et la plus complète, la parfaite, exhaustive et parfaite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi questionner. En tout cas, je le pose sur la table. Je ne sais pas toujours quoi en faire, mais peut-être il faut le questionner. Je pose pas de questions, Claire. Pas de souci. Donc, se pose des questions. Voilà, faire plusieurs versions. Et donc là, je vous propose d'avancer là-dessus. Donc, toujours dans cette même veine, et puis pour essayer de vous inclure et de vous faire participer un maximum, j'aimerais qu'on utilise le document que je vous ai partagé. Là, je vois qu'il y a plein de choses qui sont déjà écrites. Je n'avais pas encore jeté un œil dessus. Merci beaucoup. Je vous propose. Je vois que c'est Cathy. Merci Cathy. Non, en fait, je ne sais pas si c'est du tout Cathy qui est en train d'écrire, mais comme il y a marqué grenouille anonyme, j'ai attribué la grenouille à Cathy direct. Mais peut-être c'est pas toi, Cathy. Donc, je vous propose de revenir. C'était en partie moi, mais je ne suis pas la seule.
Mais en fait, on a Ok, essayé de prendre en super. note ce que tu racontais, juste histoire de voir Super. ce qu'on retenait. Merci. Mais là, donc sur les Google Docs, on nous attribue, vous le savez, un nom d'animal. Et donc là, c'était grenouille. Et comme j'associe la grenouille à mes collègues de SVT, dont Cathy, avant tout le monde, bien entendu. Donc sur ce document-là, je vous propose qu'on crée une nouvelle section sur les contraintes. Et quelles sont les contraintes qui font que, donc là, on a vu qu'on avait des problèmes métiers, des situations qui étaient vraiment qui étaient difficiles, en tout cas, qui amenaient à de l'échec. Et quelles sont les contraintes qui font que on aboutit à ces échecs. Donc, je vous propose qu'on prenne un moment où vous pouvez le mettre dans le chat, mais principalement plutôt aller sur le document collaboratif. Quelles sont les contraintes qui aboutissent à ces échecs? Et on va faire je vous propose qu'on les classe dans un second temps en des contraintes qui sont surmontables et d'autres qui ne le sont pas. Parce qu'en fait, on n'a pas en main les réponses à tout. Un élève qui est dyspraxique, par exemple, on va pouvoir apporter un certain nombre de solutions, mais toutes les solutions ne sont pas adaptées à lui. Et un élève qui est allophone et qui ne maîtrise pas du tout non plus, bref, on va avoir il y a des choses qu'on ne pourra pas pleinement maîtriser. Donc, contrainte numéro 1, le temps. Ça, je crois qu'on peut le mettre en majuscule rouge clignotant, et c'est quelque chose qui est vraiment partagé. Contrainte, esprit de synthèse, esprit critique, super. Troisième contrainte, élève à besoin particulier, différenciation. C'était une blague pour le mettre en rouge clignotant, mais si vous allez le faire, je veux bien que vous m'appreniez à le faire, parce que je ne sais pas le faire, moi. Le rouge clignotant. L'hétérogénéité, la flemme des élèves d'écrire. Oh là là, tellement, tellement. Ça, je suis sûr que ça parle à plein de gens, ça. Ok. D'autres contraintes qui font que c'est difficile. Moi, je vais rajouter une contrainte qui est une contrainte technique. Manque d'outils numériques parfois. Et ça fait un petit peu écho à ce que disait Mélanie concernant le pad collaboratif. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pas lu? Beaucoup d'élèves en collège ne savent pas écrire une phrase correcte. Donc là, en fait, on est sur la maîtrise de la langue. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Sans aucun doute, il y en a plein d'autres des contraintes. La notion de vocabulaire, ouais, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. Moi, et je le partage, mais peut-être que ce n'est que chez moi. Moi, j'ai une notion de découragement des élèves, parce que peut-être que mon cadre est trop difficile, et des fois, j'ai des élèves qui se découragent. Et en fait, comme ils savent qu'ils vont pas arriver à la trace écrite exhaustive et parfaite, eh bien, le premier pas, ils l'initient même pas parce que en fait, ils bloquent. Vitesse d'écriture des élèves, oui. J'ai pas mon plumier, monsieur, oui. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu celui-ci, mais on peut le transposer. Ne jamais pratiquer l'exercice manque d'entraînement et d'habitude, bien entendu. Des élèves qui n'osent pas poser les questions quand ils n'ont pas compris. Donc là, on fait lien avec la compréhension et l'image de soi, parce que le fait de pas oser, c'est l'image de soi dans le groupe. Le fait que les élèves ne font pas le travail à la maison. Ouais. Je regarde dans le chat, je reviens là-dessus. Non, il y a rien dans le chat. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Là, je vois qu'il n'y a plus personne qui est en train d'écrire. On a déjà une belle liste de contraintes qui aboutissent à ces échecs. J'en suis convaincu, on pourrait aller encore au-delà et on trouverait d'autres. Peut-être on peut s'arrêter ici dans un premier temps au moins. Si vous voulez y revenir, on y reviendra plus tard. Là, on en a, je les ai pas comptées, mais peut-être une quinzaine de contraintes. Et on va se baser là-dessus pour la suite. On va se baser là-dessus sur la suite. Ok, oui, les élèves font pas le travail, pas le temps, soi-disant. Ok. Merci pour tous ces retours-là. Ce que je vous propose, d'essayer de voir comment on peut les trier, justement, qu'est-ce qui est surmontable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, les éléments qui sont surmontables,
et puis ceux qui ne sont insurmontables. Et là, en fait, alors on va peut-être les mettre en bleu quand c'est surmontable et puis en rouge quand c'est insurmontable. Donc ce que je vous invite à faire, c'est toujours dans le document, à les déplacer, ces contraintes. Si jamais il y en a qui sont insurmontables parmi celles que vous avez identifiées, vous pouvez les mettre en rouge, mais surtout vous les descendez dans la catégorie insurmontable et sans aucun doute on peut les discuter, ces choix de surmontable. Je vous laisse faire. Ok, donc pour l'instant, le seul point qui est insurmontable, il y en a deux, pardon, l'hétérogénéité des classes et le manque d'outils numériques, oui. Alors, à long terme, on pourrait imaginer que ça pourrait être surmontable en faisant des demandes et tout ça, mais ça me va très bien qu'on le garde, à très court terme, en tout cas, on ne peut pas faire apparaître une batterie, une flotte d'ordinateurs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se colorent. Ok. Donc là, on va particulièrement travailler sur les contraintes qui sont surmontables aujourd'hui parce que évidemment on n'a pas la main. Je n'ai pas d'enveloppe pour vous envoyer des outils numériques dans chacun de vos établissements là maintenant. Donc on va travailler uniquement sur la partie des contraintes surmontables. Alors je vois que le fur anonyme, hétérogénéité des classes surmontable grâce à de la différenciation. Ok. Et sans aucun doute, encore une fois, tous ces éléments-là pourraient être discutés et on arriverait peut-être à des consensus, peut-être pas. On va imaginer que c'est relativement homogène et que c'est au moins acceptable. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous proposer de vous mettre en action. Et 19, je crois qu'il y a quelques collègues qui nous ont rejoints. Eh bien, bonjour à vous, les collègues qui viennent de nous. On parle trace écrite et l'idée maintenant, c'est de vous proposer de vous attribuer, entre guillemets, 2 contraintes et de voir comment on peut lier à plusieurs. Donc là, je vais vous demander, je vais créer des petites salles et vous allez pouvoir vous répartir dans les petites salles. On va faire ça sur un temps assez court. On va prendre un peu moins de 10 minutes. Là, je vois le temps file, il est 14h47 à l'instant. Donc, je vais vous mettre dans des petits groupes. Et ce qui m'intéresse, ça va être que vous-même, vous choisissiez 2 contraintes parmi celles qui sont surmontables. Vous prenez, par exemple, vous avez une contrainte de vocabulaire et une contrainte de maîtrise de la langue. Vous avez ces 2 contraintes-là, et ça va être à vous, dans votre groupe, de me proposer un de 62 leviers pour essayer de trouver quand même une manière de travailler, d'avancer sur la production de traces écrites en prenant en compte et en essayant de surmonter ces 2 contraintes. J'ai un doute sur le fait d'avoir été clair, donc je fais des groupes. Par groupe, vous mettez par 3 environ, vous voyez, vous mettez pas par 8, mais à peu près 3. Et après, quand vous êtes dans le groupe, vous devez négocier entre vous quelles sont les contraintes que vous choisissez. Vous en choisissez 2 parmi les surmontables et vous identifiez des leviers. On peut avoir un pouce en l'air ou un OK. Yacine, un pouce en l'air. Yacine, au moins j'ai été clair, ça marche. Pour Cathy, pour Mélissa, pour Yamina. OK, OK. Donc ça me suffit. Je mets un minuteur 10 minutes sur les ateliers, mais je couperai avant. Je vous annonce ça direct parce que sinon je tiendrai pas du tout mon timing. Tac, il y aura 6 réunions différentes et vous avez la possibilité de choisir votre salle de réunion. Ça va commencer dans quelques secondes. Hop. Et s'il y a besoin, je reste à votre disposition dans le chat principal et je vais couper mon micro maintenant. C'est parti. Donc groupe, 2 contraintes et trouvez-moi des leviers.
Alors, le temps d'atelier est terminé. On est quasiment tous revenus. On attend encore Marie, Mélissa, Cathy, qui vont reconnecter leur son. Pensez à reconnecter votre son. Ok, Leïla arrive aussi. Coucou, le son. Ok, allez, on enchaîne. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse un petit tour de table, groupe par groupe, quelque chose de très rapide pour pouvoir partager nos leviers. Et là, sans aucun doute, si vous voulez bien, ce serait intéressant qu'on puisse les partager encore une fois. Donc, il y a déjà la prise de notes est déjà assez copieuse, bravo. C'est félicitations. Nous, on n'a pas du tout fait ça dans notre binôme avec Claire. Donc, la parole, et puis si certains... Ou non, pardon, Sandy, tu as activé ton micro, je coupe le mien, on t'écoute. Non, pardon, c'est que j'ai oublié de recliquer dessus. Pardon. Bon, mais je garde la parole. Je fais très vite. Donc, dans le groupe avec Claire, nous, on avait pris 2 contraintes. C'était la notion d'esprit de synthèse, qui était une contrainte, et la vitesse d'écriture, qui était une deuxième contrainte. Une réponse un peu collective aux deux, c'est le fait d'installer des routines, et donc d'être dans une répétition. Ces routines-là, elles se basent sur le fait de faire visualiser des essentiels, par exemple un coup de stabilo si on parle de texte. Donc, visualiser les essentiels. Deuxième élément, s'entraîner, ça je l'ai dit. Et dans les routines, on a intégré un troisième élément qui est le fait d'apprendre aux élèves à utiliser des abréviations. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a partagé quelque chose, qui souhaite partager quelque chose? Là, je vois qu'il y a beaucoup de choses dans le doc. N'hésitez pas à activer votre micro. Oui, moi, je veux bien prendre la suite. On t'écoute. Merci. Ouais, avec le groupe, du coup, on était parti sur la contrainte du temps et la différenciation. Et du coup, on avait proposé peut-être justement de dire à un moment donné, voilà, c'est le temps du récap, de la pause récapitulative. Et voilà, quels sont les mots que vous avez identifiés qui résument la séance. Donc peut-être noter des mots-clés et peut-être aussi donner des rôles, des missions aux élèves. Des élèves auraient la mission de relever des mots-clés, d'autres élèves une phrase simple, et d'autres élèves une phrase un peu plus complexe. Du coup, ça faisait aussi le levier de la différenciation. Donc, on faisait les deux, le temps et la différenciation. Après, il y avait une collègue qui avait proposé aussi donc, de restituer à l'oral. Justement, quels sont les 5 mots-clés que vous avez retenus? Peut-être noter les mots-clés au tableau, avec cette sensation de ne pas avoir le temps. Peut-être en classe inversée, voilà, à la maison, avec ces 5 mots-clés, vous allez rédiger une petite trace écrite. Et donc, certains pourraient la rédiger sous forme écrite, d'autres sous forme production orale. Voilà, et ensuite la déposer, admettons, sur un digipad collaboratif. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans... Oui, il y avait la collègue, elle avait parlé aussi de cuisinière pour restituer aussi, une autre façon de restituer. Donc, voilà, peut-être par étapes, mots-clés, phrases simples, phrases un peu plus complexes par rapport à la différenciation. Et sur la notion de temps, peut-être se dire, voilà, on s'arrête un moment, voilà, c'est le recap, qu'est-ce que vous avez retenu? Et de faire un petit point comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Super, merci. Est-ce que s'il y a d'autres collègues qui veulent ajouter des éléments ou commenter ce qui a été mis dans le tableau, c'est tout à fait OK. Sinon on avance aussi. Il n'y a pas de problème. Vous choisissez. Enfin, soit sentez-vous libre d'activer vos micros. Je me permets de rebondir en attendant sur ce que tu viens de dire, Leïla, merci encore, sur la notion de production orale, en fait. C'est-à-dire, là, pour moi, on est plus exactement sur la même chose, puisque le cadre de cet atelier, c'est vraiment la trace écrite. Et donc, comment on passe, en fait, sur la dimension mémorisation, trace de l'activité, ça fonctionne. Par contre, sur la notion trace écrite, et c'est quelque chose que j'ai tendance à faire beaucoup oraliser et travailler dans l'oral, autour de l'oral, mais ça pose, c'est-à-dire là, on est un peu hors cadre, je crois, pour la dimension trace écrite. Maintenant, alors toute petite parenthèse, et sans aucun doute parmi vous, il y en a
qui seraient beaucoup plus experts que moi, il existe des outils, notamment utilisant des IA génératives, qui permettent de faire des comptes rendus extraordinaires à partir de vocaux purs. Et ça, voilà, c'est très très intéressant. Je vous invite à regarder ce qui se fait côté IA là-dessus. C'est incroyable, mais on est sur un autre exercice. Et on est plus sur la dimension synthèse que plusieurs ont choisi, à partir d'une trace, enfin des échanges, par exemple, qu'on peut avoir dans une séance. Et ChatGPT, par exemple, nous le fait très très bien, ça. On peut très bien lui faire ça à partir d'un enregistrement exhaustif. Il sait bien faire. Speech Logger pour les élèves. Bah voilà. Merci Virginie. Et sans aucun doute bien d'autres, mais je le connaissais pas. Donc je le note. Notez-le aussi dans le compte rendu si vous voulez bien. Ok, ça marche. Alors, donc toutes ces contraintes-là, sans aucun doute, on les a tous, on les rencontre tous et toutes plus ou moins. Moi, ce travail-là de réfléchir à des contraintes et à des leviers, je le fais depuis quelques années et ça a abouti à quelques tentatives que je vous partage. Donc là, je vous partage et puis on refera un temps d'atelier après, mais je vous refais un autre temps de partage. Donc là, j'en mets 2, mais en vrai, je vais en faire 3 pour basculer directement et pour respecter mon timing. Première chose, c'est le travail, prise de notes et trace écrite. Comment donc ça c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que une prise de notes est une trace écrite? Est-ce que c'est une trace écrite qui se suffit à elle-même ou pas? Et donc là, le premier point, le premier retour d'expérience que je vous fais, c'est vraiment sur le fait que je forme mes élèves à la rédaction d'une trace écrite après une prise de notes. Je précise pour être sûr d'être le plus clair possible. En lycée, ça je fais ça plutôt avec des grands, mais quand j'étais en collège, je l'ai fait aussi, je l'avais essayé en 6e à moindre échelle. Mais là, je prends un exemple, je me base sur l'exemple le plus récent de terminale. J'ai des élèves à qui je leur dis, ben voilà, c'est aussi pour vous former au post-bac qu'on va faire cette activité. Et donc, pour vous former au post-bac, je vais vous faire un cours magistral, chose que je ne fais, pour ainsi dire, jamais. Je vous fais un magistral, ça dure 30 minutes, je prends aucune question et j'enchaîne. Ça dure 30 minutes. La première fois, en vrai, je fais pas 30 minutes, je fais plutôt autour de 10. Et donc là, les élèves prennent des notes, enfin, sont appelés à prendre des notes. Mais avant de prendre des notes, je leur donne des stratégies. Première stratégie, je leur donne des abréviations classiques en SVT, et puis pas que d'ailleurs, et des symboles pour réduire le nombre de caractères à produire en fait en écrivant. Deuxième piste que je leur donne, et auquel on s'entraîne évidemment avant, cibler les essentiels. Pendant qu'on écoute, on cible les essentiels et on prélève, j'allais dire, que les essentiels, en tout cas on ne copie sur son document que les essentiels. Troisième stratégie, il y en a 5, il n'y en a pas 70, vous inquiétez pas. Donc troisième stratégie que je leur propose avec la prise de notes, ça va être le fait de s'exposer en avance. Ils savent que on va parler, alors pas en terminale, mais en première par exemple, on va parler d'immunologie. Et ils savent que dans 3 semaines, on a cette activité de prise de notes sur l'immunologie. Et donc, on fait un travail d'exposition en avance, par exemple autour du lexique. Tout à l'heure, ça a été une contrainte qui a été listée par un ou une collègue sur le vocabulaire. Mais là, on est sur du vocabulaire. Les SVT, on est une langue étrangère. On est une langue vivante étrangère parce qu'on a beaucoup de vocabulaire aussi. Alors, on a une grammaire, une syntaxe qui est commune, mais on a un champ lexical qui est tellement différent du champ lexical usuel qu'on est une langue étrangère. Quatrième et avant-dernière piste, c'est le fait de poser des questions. C'est-à-dire que dans la prise de notes, il doit y avoir des repères de questions. Moi, mon repère, en fait, quand je fais une prise de notes, et c'est ce que je conseille de faire à mes élèves, quand je fais une prise de notes, je mets un point d'interrogation à l'envers. Comme en espagnol, quand on pose des questions, on commence une phrase, et je parle sous le contrôle des collègues d'espagnol, comme Sandy par exemple, les questions en langue espagnole sont précédées par un point d'interrogation à l'envers, et sont terminées par un point d'interrogation à l'endroit pour nous. Donc ça, là, je mets ce petit repère en début, ça me permet, voilà, merci Sandy qui connaît le HALT 200, je sais pas combien, par cœur, bravo. Et donc, je leur conseille de
faire cette prise de notes, et quand il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, un petit repère. Et la dernière piste, c'est quelque chose qui doit se faire après la prise de notes, c'est le fait de comparer les prises de notes et de l'agrémenter, sa propre prise de notes, grâce à celle des autres. Une fois que j'ai donné ces 5 pistes, c'est-à-dire les abréviations symboles, cibler les essentiels, s'exposer en avance, poser des questions, ou enfin repérer les questions qu'il faudra poser à l'issue de la conférence, les derniers comparer, agrémenter grâce aux autres, je libère du temps. C'est-à-dire que là, on prend une séance d'1 heure où on va travailler ces éléments-là. Donc là, j'investis du temps parce que je peux le faire, mais en fait, je peux le faire 1-2 fois par an. Enfin, je m'autorise à le faire 1 à 2 fois par an. Mais si moi, en tant que prof de SVT, je le fais 1 à 2 fois par an et que les 5, 6, 7, 10 autres profs le font aussi 1 à 2 fois par an, là, on est encore une fois sur une exposition à cette thématique-là de la prise de notes et de la trace écrite qui est quand même plus riche. Alors, j'ai insisté au début en disant d'abord la prise de notes et après la trace écrite, parce qu'en fait, la prise de notes, je demande aux élèves de la retravailler. Et donc, on prend du temps, on revoit un petit peu, on pose quelques éléments ensemble pour faire en sorte que cette prise de notes soit transformée en trace écrite. Parce qu'il faut faire du tri, parce qu'il faut compléter, etc., etc. Et ça devient vraiment une trace écrite. Cette trace écrite, elle n'est pas toujours la même chez tous les élèves, et ça, c'est problématique, on l'a levé tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions sur ce retour d'expérience, sur prise de notes qu'on transforme en trace écrite grâce à des guidages? Commentaires, questions, je prends tout. Il n'y en a pas. Validé. Ah, je vois Claire, rien. Ok, merci Claire. Et les autres qui me disent mot consent. Merci beaucoup. Je vois, est-ce que Cathy est partie déjà? Ah ouais, Cathy, elle est partie. Cathy a fait un super atelier à 15h15. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop nombreux à partir, mais je comprendrai aussi. J'avance un tout petit peu concernant le deuxième exemple. Donc là, on est aussi avec des élèves. Oui, mais alors, Sandy comme les autres, si vous devez partir, je vous saluerai peut-être à la fin. Je saluerai votre mémoire, mais je ne m'arrête pas à chaque fois. Mais à bientôt. Donc, cours de fac versus 4 modalités pour la trace écrite. Ça, c'est un deuxième retour d'expérience que je vous propose. Là, on est plutôt avec des grands, mais je pense qu'il doit y avoir des adaptations possibles avec des plus petits. Première chose, donc on a fait l'activité précédente plusieurs fois, donc les élèves sont entraînés, et derrière, je vais travailler avec eux sur un cours dit de fac, donc quelque chose d'assez directif, d'assez descendant. Et je leur propose 4 modalités de travail différentes. Première modalité, ils sont tout seuls, écrit, papier. Classique. Deuxième modalité, ils sont à plusieurs, mais avec de l'écrit papier. Encore une fois, c'est-à-dire que là, ils vont se répartir le travail. Qui, par exemple, va être hyper carré sur le vocabulaire, qui va apprendre particulièrement les titres, va avoir ce rôle-là, qui va tout noter au maximum au kilomètre. En général, il en faut moins 2. Et donc là, ils ont la possibilité de travailler à plusieurs en se répartissant les tâches. Et là, on est plutôt sur du collaboratif que du coopératif, puisqu'on pourra bien séparer qui a fait quoi, quelque part. Donc ça, c'est les 2 premières modalités, donc avec du papier solo ou avec du papier en groupe. Et les 2 autres, c'est avec un ordinateur en solo ou avec un ordinateur à plusieurs, sur un document collaboratif en ligne, comme celui que vous êtes en train de compléter. Et je vous en remercie encore. Je vois que ça... Hop là, je ne sais pas si ça continue à prendre des notes. N'hésitez pas à continuer à prendre des notes si vous voulez bien, parce que moi, j'arrive pas à être en double tâche, prendre des notes en même temps. Je les compléterai éventuellement après. Et donc là, je vous interroge, à votre avis, sur les 4 scénarios possibles, c'est-à-dire papier solo, papier à plusieurs, numérique solo, numérique à plusieurs, quelle est la stratégie qui fonctionne le mieux en termes de qualité de trace écrite derrière? Sur la première, voilà, ça arrive une première fois, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Je vous écoute, n'hésitez pas encore une fois. Donc Leïla, elle dit en groupe, donc il reste 2 possibilités, parce que c'est sur papier et... Ok, papier en groupe papier et ordi pour Leïla, ordi en groupe pour Yamina, à plusieurs papiers pour Claire, papier en groupe pour Virginie. Pour moi, la trace écrite peut être aussi une trace orale pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Trace écrite, aussi trace orale. Alors pour moi, elle est doublée d'une trace orale, elle peut être doublée d'une trace orale, mais du coup, c'est pas écrite.
Là, c'est une question purement sémantique. Je bug. En tout cas, là, il n'y a rien qui tranche. Et c'est là où je voulais en venir. Il n'y a pas de stratégie miracle. Et en fait, sans aucun doute, Yacine, ce qui fera le mieux fonctionner dans sa classe, c'est le papier en groupe. Et ce que fera mieux fonctionner, par exemple, Leïla, ça va être en groupe ordi, par exemple, ou Yamina aussi. Bref, là, je crois que ça dépend beaucoup de nos identités professionnelles. Et ce qui est sur la première séance, ce que j'ai mesuré, moi, ça fait 3 ans que je le fais, ce que j'ai mesuré, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grande différence. C'est un peu mieux en groupe qu'à titre perso, mais pas tant que ça, parce que les élèves, en fait, qui prennent une prise de notes, qui font une prise de notes tout seul à l'écrit, bah, ceux qui choisissent ce scénario-là, c'est ceux qui sont déjà bons là-dessus. Donc ça fonctionne bien. Par contre, je vois une progression, et ça je la mesure quand je le fais plusieurs fois, je vois une nette progression pour les élèves qui sont en numérique collaboratif. Ça fonctionne très très bien, surtout quand je les accompagne en leur donnant des clés pour répartir le travail. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Ils vont me chercher les termes, ils vont me chercher les définitions, ils vont me chercher des illustrations, et en fait ils arrivent à une trace écrite qui est bien supérieure à ma trace écrite exhaustive et parfaite dont j'ai parlé. Ça fonctionne, c'est vraiment redoutable. Et c'est quelque chose que je garde pour la terminale, parce que, alors déjà j'ai un taux d'équipement qui est énorme en classe, j'ai quasiment un ordinateur par élève, j'en ai 2 pour 3 élèves, et parce que mes élèves de terminale, une année plus tard, ils ont tous un ordinateur, et pour beaucoup, ils prennent des notes sur ordi. Donc là, c'est pas du tout modélisant ce que je propose, hein, et puis c'est pas reproductible hyper facilement, pardon. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça dans ce que j'ai pu observer. Et donc voilà ce que je voulais vous pousser particulièrement. Alors j'avais prévu quelque chose, mais je vois qu'il me reste 15 minutes, donc j'avance un tout petit peu parce que je voulais vous proposer un canevas. Donc là, c'est la troisième et dernière proposition que je vous fais, qui est celle qui m'intéresse particulièrement depuis 2 ans maintenant, sur laquelle je trouve, en tout cas, je m'éclate le plus. Alors je vois qu'il y a des gens qui sont en train de décrire. Je vais avoir besoin de vous, encore une fois. Je vous fais participer. Donc là, vous voyez ce document-là, le document coloré que vous voyez à droite, je l'ai flouté en partie. Parce que j'ai besoin d'abord de vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut imaginer des calendriers. Alors moi, j'habite à Niort, je l'ai déjà dit vite fait tout à l'heure. Et à Niort, est-ce que vous savez pourquoi est connue la ville de Niort particulièrement? Eh bien, c'est une question un peu rhétorique parce que pour la vitesse, je vais répondre. C'est la ville qui accueille les sièges sociaux de plusieurs grands groupes, par exemple Maïf, Massif, Intermutuelle Assistance, etc. Et donc et donc quelque chose qui est très facile pour moi à récupérer, ce sont des calendriers. Donc calendrier MGEN, Maïf, etc. Et donc j'en ai plein. Et sans aucun doute, si vous demandez aux sections MGEN autour de vous, vous en aurez aussi. Et une fois qu'ils sont périmés, je les couvre avec du film Velleda et ça me fait des très grands tableaux qui sont très légers, qui sont très robustes et qui coûtent vraiment pas cher. Avec 30 €, j'en fais 7 ou 8. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et mes élèves, je leur donne par groupe de 4. Et c'est vraiment toujours des groupes de 4 et que 4 groupes de 4 quand j'ai un demi-groupe, une demi-classe, 4-5. Et en fait, je fais des multiples de 4 groupes en fait, à chaque fois. Donc soit 4 groupes, soit 8 groupes. Et donc, j'organise mes tableaux comme ça. Je fais des pointillés pour délimiter les grandes zones. La zone de titre, de la sous-thématique. Donc, on imagine un groupe de 16 où j'ai 4 groupes. J'ai 4 sous-thématiques. J'écris mon titre de la sous-thématique, ça c'est moi qui le fais. Et après, j'ai 4 zones. Et les élèves vont faire tourner les tableaux. Ça veut dire qu'ils vont chacun réfléchir à la même, aux 4 sous-thématiques, mais dans 4 temps différents. Donc, premier temps, les élèves du groupe A vont travailler, vont écrire sur la zone d'écriture de la phase 1. Une fois qu'ils ont terminé, que le temps est passé, ils vont faire passer le tableau à un autre groupe et ça va être le groupe B qui va récupérer le tableau sur lequel le groupe A avait précédemment écrit. Et le groupe B, il va écrire dans la zone d'écriture phase 2. Quand ils auront terminé, ils vont passer au groupe C qui va écrire dans la zone d'écriture phase 3. Et le groupe D, vous l'avez compris, va écrire dans la zone d'écriture phase 4. Et donc maintenant, je voudrais vous mobiliser et dites-moi qu'est-ce qui vous semblerait utile de noter dans chacune des zones délimitées. En phase 1, par quoi on commence quand on veut faire une trace écrite sur une sous-thématique? Par exemple, on parle d'immunité, de défense immunitaire en première.
Et on a 4 thématiques. Par quoi on commence dans la phase 1? Qu'est-ce qui est important de produire pour préparer une trace écrite? N'hésitez pas, encore une fois, à activer vos micros. Là, je vois que Leïla, Camille, Virginie, Yacine, Yamina, vous avez la possibilité d'activer vos micros. Séverine, si tu changes de config, tu peux activer ton micro ou mettre dans le chat. Alors Virginie active son micro, Yacine nous a dit les définitions. Mais Virginie, on t'écoute. Oui, moi j'aurais dit les définitions, tout ce qui est mots-clés aussi. Mots-clés, alors, mots-clés ou définitions? Les deux. Bon, les deux, mots-clés. On va démarrer par mots-clés et la phase 2 sera plus explicative. Ok. D'accord. Alors, effectivement, moi, ce que j'ai choisi. Alors, Leïla, on t'écoute. Oui, moi, j'allais dire tout simplement, ça dépend de la matière. Non? Parce que. Alors, oui. Peut-être en langue. Moi, personnellement, je suis en langue. Peut-être que ce qu'on attend, c'est peut-être pas la même production, par exemple en SVT, non? Je sais pas. C'est sûr, évidemment, il y aura des colorations. Ce qui m'intéresse à travers ce canevas, qui n'est pas modélisé encore une fois, c'est d'avoir une progressivité. Donc là, je vois que le temps file un petit peu. Je suis désolé, j'accélère pour respecter le timing et je m'en veux de ne pas vous impliquer plus que ça. J'attends juste le commentaire de Yamina dans le chat et après, je vous donne la réponse, en tout cas celle que moi j'ai identifiée comme étant celle qui me convient aujourd'hui, mais qui bougera peut-être demain. J'attends le retour. On attend ton message dans le chat, Yamina. Si elle suit la démarche d'investigation. Oui. Il va falloir que tu détailles. Ok, en attendant que tu détailles. Ah, une problématique. Ok. Problématique, ça marche. Merci. Donc ça pourrait être la problématique. En fait, la problématique, souvent, elle est donnée dans le titre de la sous-thématique. En fait, ça revient à ça. Donc, dans mes différentes zones d'écriture, je vais avoir ma phase 1 qui va être ma phase de mots-clés, où là, en fait, on est vraiment que sur des mots-clés. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher uniquement les termes de la future leçon. Et ça, je crois que c'est vrai. En tout cas, je le fais moi quand je suis en section euro-anglais, je le fais vraiment aussi. Donc là, je ne suis pas non plus sur un cours de langue, hein, je n'aurai pas du tout cette prétention, mais on va construire à partir de mots-clés, c'est-à-dire les notions importantes. Dans la phase 2, on va être effectivement sur quelque chose qui va être plus rédigé, on va être sur des phrases. Et je ne demande pas qu'il y ait de cohérence entre les phrases. Ce qui m'intéresse sur la phase 2, c'est uniquement des phrases. On a prélevé les informations importantes, et donc les élèves qui prennent le tableau en phase 2 vont avoir à faire un tri, parce qu'en fait, peut-être que certains mots-clés ne sont pas adaptés. Et c'est pas grave, on les écarte. Peut-être qu'ils pensent à de nouveaux mots-clés. Et donc là, ils ont le droit de compléter aussi le stock de mots-clés. Et sur la phase 2, ils vont donc être dans une phase d'écriture de phrases qui ne cherche pas à une cohérence globale entre elles. Phase 3, là, on va être sur une recherche de sens. Donc en phase 3, les élèves vont être dans une construction de paragraphes. Et donc, pourquoi je l'ai mis dans cette zone-là, en fait, un peu en marge? Parce que dans cette zone, ils vont ordonner les phrases en disant, voilà, celle-ci c'est la 1, puis la 2, puis la 3. Ils vont ordonner les phrases et ils vont rajouter des connecteurs logiques. Ça, c'est quelque chose qui est important. En langue, ça peut être des éléments, des points davantage de grammaire, par exemple, pour encore une fois donner du sens. Ça fonctionne, jusqu'à présent, ça fonctionne bien. En tout cas, jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'autre qui vienne bousculer ça. Et en phase 4, tout à l'heure, j'ai parlé de la valeur et du sens que je donnais à la trace écrite, et j'ai parlé du mot métacognition. Et donc, en phase 4, là, je vais demander aux élèves de se mettre dans une activité métacognitive où je vais demander aux élèves, de faire un questionnaire. Alors, j'ai eu plusieurs versions. Là, celle que j'ai stabilisée ces derniers temps, c'est le fait de poser des questions. Donc là, les élèves vont venir poser des questions de cours, en fait, des petits quiz pour aider à l'apprentissage de la notion sur cette thématique de travail. Et donc, si je récapitule, les élèves du groupe A récupèrent un tableau sur lequel moi j'ai marqué un titre d'une sous-thématique, par exemple l'immunité innée.
Les élèves du groupe A vont écrire des mots-clés, vont passer au groupe B. Le groupe B écrit des phrases, le groupe C ordonne ces phrases pour leur donner du sens, rajoute des connecteurs logiques, et le groupe D, sur ce même tableau, va proposer un mini-quiz, 2-3 questions type QCM ou texte à trous, ou un petit mot, enfin des vrais-faux, des choses très très simples. Donc là, on a parlé d'un seul des tableaux, mais vous avez bien compris qu'il y en a 4 qui tournent en même temps, ce qui fait que le groupe A, il travaille d'abord sur les mots-clés de la première thématique, ensuite il travaille sur les phrases de la deuxième thématique, ensuite il travaille sur la structuration donc, de la troisième thématique, et il va poser des questions sur la quatrième thématique. Donc les élèves vont être vont être mobilisés sur les 4 thématiques, et ces 4 phases, elles sont très courtes. Moi, je laisse 5 minutes par phrase, pas plus. J'ai vu ta question, Yacine, je réponds juste après. 5 minutes par phrase. Et donc, à l'issue de ces... Alors, j'ai créé un document que je vous partage dans le chat et qu'on pourra mettre aussi dans le document collaboratif. C'est-à-dire, j'ai repris toute l'explication de manière à ce que vous puissiez vous approprier et puis avoir accès au document réel, enfin au document complet, j'allais dire. Et là, en fait, pour moi, ça répond à plusieurs objectifs, notamment l'objectif de gagner du temps. Parce qu'en fait, ça dure relativement peu de temps, cette activité. En 20 minutes, j'ai une trace écrite qui est assez qualitative. Alors, en 20 minutes d'activité élève, en réalité, il a fallu que j'explique un petit peu avant comment ça fonctionnait. Et a posteriori, il faut quand même que les élèves aient une validation de ce qu'ils ont fait. Validation des mots-clés, est-ce qu'on est bien dans le cadre? Validation des phrases, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il n'y a pas de contresens scientifique pour ma discipline? Est-ce que la partie 3 fait du sens, suffisamment de sens? Et est-ce que la phase 4, eh bien, elle pose des questions qui sont intéressantes, pertinentes, utiles, et est-ce qu'on n'est pas hors cadre là encore? Donc, ce processus prend un peu plus de temps. Et pour terminer, moi, ce que je fais, c'est que je les récupère, ces traces écrites. Souvent, c'est moi qui les formalise, enfin qui les saisis. Et après, alors moi, j'ai un système où je les mets en ligne, mes cours, mais je les mets à disposition des élèves. Et en fait, ça constitue leur support d'apprentissage. C'est pas un support d'apprentissage qui est complètement individuel. En tout cas, ils ont tous travaillé à un moment donné sur toutes les thématiques. Et sans aucun doute, ce système est très critiquable et on pourrait le faire évoluer. Vous verrez que dans le document que j'ai mis en ligne, j'ai mis des critiques et j'ai mis d'autres pistes que j'explore ou qu'il faudrait que j'explore. Alors, je reviens sur la question de Yacine. Quelles sont les ressources que vous mettez à disposition des élèves pour compléter les tableaux? Alors là, Yacine, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser et merci pour ta question. En fait, les ressources, je les mets pas pendant l'activité. C'est-à-dire que le moment où on travaille sur la trace écrite, c'est à la fin de ma séquence, ou à la fin de ma séance au moins. Donc, mais souvent séquence où ça prend un peu de temps. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui arrive à la fin. Donc les ressources, ils les ont déjà. Et donc les mots-clés, ils doivent pouvoir les réactiver normalement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Yacine? Ok, merci pour ton retour. Merci beaucoup. Il est 15h27 et donc il va falloir que l'on se quitte bientôt. On va respecter le timing. On n'est plus très nombreux, mais merci à vous d'être restés. J'aimerais, si vous voulez bien, que, toujours sur le document collaboratif, j'aimerais que vous puissiez répondre à 3 questions. Donc en conclusion, en tout cas, aux 3 questions. Ah, super, merci beaucoup Virginie, ça me fait ma journée. Cœur. J'aimerais donc, à partir des éléments que vous voyez en projection là, que vous puissiez identifier, si vous voulez bien, quelle est votre, au singulier ou au pluriel, votre pépite. Vous repartez de cet atelier avec quoi, où vous êtes sûr de pouvoir la valoriser, montrer que c'est brillant et que c'est utile vraiment pour vous. Deuxième point, qu'est-ce que vous suggérez? Voilà, un engagement, ça ne vaut engagement que pour vous, mais qu'est-ce que vous suggérez? Et troisième point, qu'est-ce que vous suggérez à quelqu'un d'autre? Ça peut être suggéré à moi concernant cet atelier ou suggéré à des collègues parce que vous avez une expérience et donc je prends ça. Il est 15h28, je vous laisse 1 minute 30 et puis après on prend 30 secondes pour se dire au revoir si vous voulez bien. Mais je vous laisse écrire et je bascule sur l'autre document.
Ok, moi je me suggère de mieux gérer mon temps pour laisser plus de temps à cette activité parce que manifestement j'ai assez peu de suggestions maintenant. Mais c'est pas très grave. Écoutez, le temps est passé très très vite. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce modeste atelier. J'espère que ça vous a permis. Je me suggère, alors je reviens après là-dessus, Leïla. Donc j'espère en tout cas que cet atelier vous a permis d'avancer dans votre réflexion perso concernant la trace écrite et éventuellement vous a donné quelques outils ou quelques pistes qui vous donnent envie d'aller plus loin. Alors voilà. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et je reviens donc sur Leïla, je me suggère, c'était quelle est l'autosuggestion qui fera que tu vas développer une nouvelle pratique ou un nouvel outil ou tu vas essayer de changer un petit quelque chose dans ta pratique perso en lien avec la trace écrite. C'était ça. Quel est le conseil que tu te donnes à toi-même? Quelle est la suggestion que tu te fais à toi-même? C'était mon idée. Un support intéressant dans la continuité de cet atelier. Je vais voir ça tout de suite, 10 routines pour la classe. Oh, trop bien. Ben, merci beaucoup. Je prends. Est-ce que tu veux bien qu'on mette le lien dans le document collaboratif, Virginie? Oui, c'est vrai, pardon, je n'y ai pas du tout pensé. Ok, non, Oui. mais je vais le faire, Oui, Ok. oui, j'ai pas Merci pensé. beaucoup. Mais je pense que ça vous intéressera, ce support-là. Voilà. Ben, je lirai ça pour aller plus loin. Je vais mettre merci Virginie. Sur les routines. Voilà, je l'ai rajouté dans le doc. Alors, trop court pour l'atelier, ben, c'est le format et c'est frustrant. J'ai voulu mettre autre chose, peut-être, Yamina, j'en suis désolé si c'est frustrant. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un bon moment et on peut me retrouver quelque part. Alors oui, je suis au lycée de la Venise Verte à Niort et je suis en vacances dans quelques jours. Non, je vais mettre dans le document mon mail et je vais mettre mon Twitter si jamais ça vous intéresse d'aller sur Twitter. J'ai mis mon hashtag, enfin mon lien, mais et voilà. Et je vais le mettre tout de suite dans le document, comme ça vous y aurez accès. Et voilà. Merci beaucoup encore une fois. Et puis je vais couper, il est 15h32, on a un peu dépassé. Il y a plein d'autres ateliers. Je vous invite à continuer à participer aux actions de la Team Ludens, qui est vraiment, vraiment chouette. Et merci beaucoup à eux, je termine là-dessus, pour cette belle proposition qui est faite. Merci, et puis à bientôt dans d'autres conditions. Au revoir.